Bonjour à toutes et bonjour à tous, et nous revoici pour une nouvelle vidéo où on va parler de comment écrire une user story. Si vous faites de l'agile, vous devez savoir que toute demande d'évolution se fait via ce qu'on appelle une user story. Une user story, donc en français c'est un scénario utilisateur, ça veut dire que je vais me mettre à la place de l'utilisateur et je vais décrire ce que l'utilisateur attend de l'application, ce qu'il aimerait pouvoir faire. Ça va permettre de guider le développeur dans l'attente client. L'attente de l'utilisateur, celui qui va utiliser l'application. Car ce qu'on essaye de satisfaire avant tout, c'est quand même celui qui va utiliser l'application. Alors vous allez me dire, oui, c'est une bête expression de besoin, il n'y a pas plus compliqué que ça. Alors écrire une user story, effectivement, écrire un besoin, c'est pas forcément compliqué. Écrire correctement une user story, c'est un peu plus pointu. Il y a certains critères à respecter et certaines informations à mettre. Par exemple, quand vous faites une user story, pour moi, il y a 3 informations qui sont extrêmement importantes. On va jouer un scénario utilisateur. Donc déjà, il va falloir définir le cadre, notamment en tant que. Ça veut dire en tant que quel utilisateur, quel type d'utilisateur, en tant que quel profil ce scénario il se passe. Est-ce que je suis un administrateur ? Est-ce que je suis un utilisateur avec ce droit et ce droit? Est-ce que je suis un responsable de tel périmètre, tel périmètre? Ça, c'est très important parce que ça va permettre de définir déjà quel pool d'appli, quel pool d'utilisateurs ça va toucher, quel ensemble d'utilisateurs ça va toucher. Ça va permettre notamment, quand on fait nos tests, d'être dans un cas ISO à ce qui va être utilisé plus tard, parce que par exemple, lorsqu'on développe des applications et qu'on veut tester, on utilise souvent, nous en tant que développeurs, les profils administrateurs. Et souvent ça passe très bien, et puis on se rend compte que parfois, avec le profil de l'utilisateur final, il y a des erreurs, il manque un truc, il manque peut-être un droit, etc. Donc là, on définit clairement le périmètre. Ces utilisateurs-là, ils veulent pouvoir faire ça. Ça permet, de mieux cibler les conditions pour l'utilisateur. Donc ok, ça va toucher ces personnes-là. Et derrière, ça permet aussi d'améliorer les tests. Et en outre, c'est toujours bon de savoir quels sont les différents rôles qui vont être impactés par notre modification. Donc, en tant que je veux, alors ici, je vais décrire de manière assez succincte, parce que ça reste un post-it, ou une note si vous travaillez en dématérialisé, mais c'est quelque chose qui doit être normalement pas très gros. Je vais expliquer l'attendu. Je veux, par exemple, je suis un hôtelier et je dis en tant que client, je veux pouvoir faire un retour sur le séjour que j'ai passé dans l'hôtel et donc je vais vouloir mettre un commentaire avec une note. Je précise, le je veux ne doit en aucun cas proposer une solution technique. Ici, on décrit une fonctionnalité. Je ne veux pas, par exemple, je clique sur un bouton, ça va m'ouvrir une pop-up avec un champ texte et 5 étoiles. Et en cliquant sur les étoiles, je vais pouvoir mettre ainsi une note, remplir mon champ texte, mettre un bouton OK et annuler. Lorsque j'annule, ça ferme ma pop-up et lorsque je clique sur OK, ça l'envoie et ça l'ajoute en base. Non, ça c'est technique, ça se discute avec l'équipe technique. C'est à eux de proposer des solutions de comment ils vont l'implémenter. Le user story est là pour exprimer un besoin. Je veux que l'utilisateur, le client, celui qui est venu dans mon hôtel, peut faire un retour sur le séjour qu'il a passé dans notre établissement. Voilà, c'est ce que je souhaite. Maintenant, proposer des solutions. On peut en discuter, on peut échanger, mais là-dessus, ce n'est pas à moi de proposer des choses techniques. Proposez-moi des choses, je vais valider ou je ne vais pas valider. Moi, je vous explique mon besoin. Je veux. Après, je n'ai pas parlé technique. Et enfin, donc, le point qu'on oublie souvent, mais qui est, je trouve, pour moi, extrêmement important, c'est afin de. C'est quel est le but sous-jacent de ma demande. Parce que derrière, on ne fait pas des demandes pour le plaisir. Il faut qu'il y ait un apport métier, il faut que ça apporte quelque chose, et il est toujours bon de mettre le but derrière. Je veux que mon client puisse faire un retour afin de pouvoir améliorer ma relation client, améliorer mes services et fidéliser ma clientèle. Voilà, pourquoi c'est important. Déjà, ça permet de mieux savoir en tant que développeur quel est l'objectif attendu. Et c'est quand même assez important pour nous. Alors vous allez me dire, je peux m'en foutre. Non, c'est quand même important quand on fait un dev de savoir pourquoi on le fait. Je trouve que
faire du dev pour pisser du code, voilà, c'est pas super. Non, là, il y a un but, il y a un objectif. Le client, il l'a clairement, mais ça serait bien qu'il le dise un petit peu aux développeurs. Et surtout, en fait, autant le je veux n'est pas fixé dans le marbre, autant le afin que, lui, c'est vraiment en fait la volonté sous-jacente. C'est celle qui est derrière, c'est vraiment ce que l'utilisateur souhaite. Donc, quand il nous décrit le afin que, je souhaite améliorer ma relation client et fidéliser, derrière, en fait, l'équipe, elle va pouvoir proposer potentiellement d'autres choses, une alternative qui va potentiellement modifier le je veux, mais qui, va répondre aux besoins. Tu fais oui, tu voudrais rajouter un retour, mais est-ce que, par exemple, améliorer et développer un CRM, ça serait peut-être pas mieux au vu des besoins que tu aimerais avoir? Je sais pas, ça peut être quelque chose comme ça. Est-ce que plutôt que de faire un bête retour, est-ce qu'on pourrait pas proposer des promotions ciblées et spécifiques à notre clientèle? Enfin voilà, l'idée c'est vraiment que, connaissant le besoin qui est derrière, l'objectif, la finalité qui est derrière, potentiellement je vais pouvoir proposer des solutions qui vont être différentes du je veux, ou juste simplement modifier un petit peu le je veux, ce qui va permettre au PO de se dire ouais, c'est pas bête, c'est pas idiot, PO, Product Owner, on est d'accord, et potentiellement dire celle-là finalement on l'oublie, on va plutôt faire ce que vous proposez parce que je trouve que c'est ce qui répond le mieux à mon besoin. Parce que on est en agile, on peut faire des changements. L'idée c'est que si je ne connais pas vraiment la finalité, qu'est-ce que tu attends réellement, alors je ne vais pas pouvoir m'adapter à tes besoins spécifiques. Une user story, donc une US, il faut qu'elle soit ce qu'on appelle invest. C'est un moyen mémotechnique pour retenir les 6 critères qui sont importants. Invest, c'est pour I pour indépendant. Donc independent en anglais, évidemment, c'est un acronyme anglais. Indépendant, ça veut dire que une US doit pouvoir être faite sans forcément attendre une autre. Il faut qu'elles soient indépendantes les unes des autres. Pourquoi? Parce que en agilité, ça bouge. Ça bouge sans cesse en fonction des mouvements de priorisation, des imprévus, des problèmes de prod, des cas qu'on n'avait pas pensé, etc. Du coup, l'ordre bouge sans cesse. Et du coup, potentiellement, on va pouvoir retirer des tâches de sprint, retirer un ticket pour le reporter à plus tard, changer l'ordre, faire qu'un ticket passe avant un autre. Et pour cela, c'est faisable uniquement si les US, elles sont indépendantes. Si je ne peux pas commencer une avant d'avoir fait l'autre, alors dans ces cas-là, il faut que je fasse une US générale qui va récupérer les deux et je ferai 2 tâches. C'est aussi simple que ça. Mais derrière, je ne devrais pas avoir d'US qui soit ainsi très fortement lié. Ensuite, il faut qu'elle soit négociable. Donc négociable, en fait, c'est vraiment le principe qui est là pour dire ce n'est pas fixé dans le marbre. Conformément à l'indépendance, c'est quelque chose qui bouge, donc ça se négocie, le besoin peut changer en cours de route, on peut l'abandonner parce qu'on décide que c'est trop complexe, on avait oublié des cas où au final on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué, on négocie, on regarde ce qu'on peut faire, on va faire potentiellement des études préalables, et donc on va repousser ce ticket, ou au contraire on va complètement l'annuler et partir sur une autre solution. C'est négociable, il faut garder en tête que une user story, c'est discutable. Il faut qu'une user story soit valuable, ça veut dire qu'il faut qu'elle apporte une valeur ajoutée. On n'est pas là pour pisser du code pour se faire plaisir, on est là pour apporter un incrément. Il faut qu'on apporte des fonctionnalités, une amélioration au programme, parce qu'à la fin du sprint, on est quand même censé donner quelque chose de fonctionnel, ou en tout cas de présentable et de démontrable, au moins on va dire. On verra un peu avec le T ce que je veux dire par là. Mais du coup, évidemment, il faut que cela ait une valeur. Alors, je ne dis pas que les US techniques ne doivent pas être présentes. Je connais certaines personnes qui considèrent que les US techniques ne sont pas des US. Les US doivent être seulement des trucs fonctionnels. Non, pour moi, par exemple, si je décide d'améliorer la stabilité de mon code en implémentant des tests automatisés, par exemple, c'est une tâche technique, mais ça répond vraiment à un besoin métier qui est l'amélioration de la maintenabilité, qui me permet d'éviter le nombre de régressions possibles lorsque je fais une amélioration. Donc pour moi, ça a quand même une forte valeur ajoutée, je trouve. Mais il faut que
une US apporte quelque chose. Si vraiment c'est subsidiaire, ça répond aux besoins d'une personne qui ne l'utilisera qu'une fois tous les 10 000 ans, alors on peut jouer sur les priorités, en faire une et en mettre en priorité 9999 si vous voulez. Mais voilà, l'idée c'est vraiment que ça n'a pas de sens de faire des US qui n'ont pas de valeur ajoutée. Donc il faut qu'elle en ait une. Il faut qu'elle soit estimable, ça veut dire qu'il faut que les utilisateurs soient, enfin que les développeurs plutôt, soient en capacité de la chiffrer. S'ils ne sont pas capables de la chiffrer, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que soit c'est une tâche qui est trop grosse, c'est tellement gros qu'on n'est pas capable de la chiffrer avec précision, et dans ces cas-là il faut la redécouper, ou alors c'est que c'est quelque chose d'extrêmement complexe et qu'il va falloir qu'on se documente avant. Dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on ne fait pas encore le ticket de la création, mais on va se créer un ticket de recherche, de analyse. Mais si vraiment on n'est pas capable de la chiffrer, si on n'est pas capable de mettre un chiffre derrière et de s'engager sur ce chiffre, et quand je dis s'engager, c'est, comme j'ai dit, c'est négociable, donc c'est pas figé dans le marbre, mais voilà, c'est que il y a un problème. Il faut qu'on soit capable de chiffrer. Le chiffrage peut être à la louche, approximatif, peut être faux, ça peut arriver, mais si vraiment on est dans le flou et qu'on ne sait pas, c'est que là il y a vraiment un problème. C'est aussi potentiellement qu'on l'a pas comprise. Le besoin il est peut-être flou, et dans ces cas-là, on a besoin de faire des réunions avec le PO, qu'on nous explique le besoin métier, etc. Donc quoi qu'il arrive, si c'est pas estimable, ça sert à rien de faire cette US. Il faut qu'elle soit small. Alors voilà, c'est ce que ça rejoint un peu le principe que j'ai dit. Une tâche trop grosse, déjà ça va être compliqué de la faire rentrer dans le sprint, et deux, ça va être très difficilement chiffrable, très difficilement estimable. Parce que si vous avez vu la vidéo sur le poker planning, vous savez que de toute façon on utilise des suites de Fibonacci qui n'est pas une suite de Fibonacci. Moi ça m'énerve quand on me dit ça, mais bref. C'est des nombres, on va dire, avec un écart qui augmente, et donc en fait plus c'est gros, plus l'écart augmente, et c'est en fait volontaire. Le but c'est que ça soit dissuasif, qu'on se dise je peux pas passer de 13 à 20, c'est que non, là il y a un problème. On va redécouper tout ça et on va chiffrer beaucoup plus petit. Pourquoi? Parce que plus on a des tâches petites, et également plus on va pouvoir facilement comprendre ce qu'on attend, et plus ça va être des tâches qu'on va potentiellement pouvoir répartir auprès de différents développeurs. Alors toutes les tâches ne sont pas forcément parallélisables, toutes les user stories ne sont pas forcément parallélisables, voilà, et sachant que dans la pratique, elles sont censées être parallélisables, puisque normalement, elles sont censées être indépendantes. Et enfin, le T c'est pour testable. C'est très bien, je vais créer une fonctionnalité, ça apporte une valeur métier. Par contre, je suis incapable, strictement incapable de le prouver à l'utilisateur final. Que ce soit par des tests automatisés, par un chronomètre qui va me dire j'améliore mes perfs, par une fonctionnalité qui n'est accessible aujourd'hui par personne, mais vraiment nulle part, qui est cachée dans le code, mais qui n'est activée par aucun moyen. Si c'est pas testable, ça sert à rien. Clairement. Ça sert à rien de le mettre maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qui n'est pas terminé. Ce serait simple, hein. Si c'est pas accessible, c'est parce que vous n'avez pas eu le temps de le finir, etc. Et du coup, ça voudrait dire que vous avez livré quelque chose qui n'est pas fini. On ne livre pas quelque chose qui n'est pas fini, même s'il n'est accessible nulle part. On ne le merge pas, on ne le met pas sur le serveur, on ne le met pas sur le code source, on l'utilisera au sprint d'après. C'est pas grave, on décale le ticket, mais on ne met pas du code mort ou du code inaccessible et qui ne sera jamais exécuté, simplement pour préparer le terrain. Aujourd'hui, on a des outils de gestion de version qui sont quand même extrêmement performants. On a Git, on a TFS, qui nous permet d'avoir des repos sur le serveur, mais aussi des repos en local, qui permet de faire des chainsets, des stages, voilà. Il y a moyen de sauvegarder son code sans forcément le mettre dans la branche master qu'on va livrer. Donc non, on ne livre pas quelque chose qui n'est pas testable. Et enfin, si c'est une fonctionnalité que je considère terminée, mais qui n'est pas potentiellement testable, il y a un problème. Ça veut dire que derrière, le besoin métier, il est incohérent. À quoi ça sert de développer un truc qui, de toute façon, ne peut pas se montrer? Là,
si je développe un truc qui ne peut pas se montrer à aucun endroit, il y a un truc qui va pas dans le valuable. Ça veut dire que j'ai rien apporté, clairement. Donc voilà, il faut que les user stories soient invest. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur les comment correctement, on va dire, écrire les user stories. Donc je dis correctement, je ne suis pas un prêcheur, je dis pas que si vous faites différemment, c'est pas bien. Non, c'est aujourd'hui, notamment en agilité, le but c'est vraiment, on s'adapte aussi au contexte et à l'environnement, on s'adapte à l'équipe, voilà. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il y a des critères quand même qui sont reconnus, qui ont été normalisés. Le invest, c'est quand même quelque chose de reconnu. Je trouve que c'est bien de l'apporter. Les 3 informations, pour moi, c'est quelque chose d'important également. Mais voilà, après, si vous ne le faites pas, je vais pas vous dire c'est mal. Ça peut être très bien d'ailleurs. Et peut-être que votre équipe marchera du tonnerre. Moi, aujourd'hui, j'essaye de donner notamment à potentiellement des équipes et des projets qui ne s'en sortent pas trop bien en agile, j'essaye de proposer des solutions et je vous dis, voilà, ça serait peut-être bien d'essayer d'implémenter ça et de mettre ce genre de contrôle pour pouvoir accepter ou non une user story, ou en tout cas demander à vos PO de faire ce type de user story afin de pouvoir vous avoir une meilleure compréhension de cette user story et au final de satisfaire au mieux le client. Parce que je vous dis pas ça pour le plaisir, je vous dis ça pour que vous derrière vous ayez vraiment mieux cerné ce qu'attend le client et pouvoir lui démontrer à la fin du sprint que vous avez atteint ses objectifs et que vous pouvez le prouver via la testabilité et que vous pouvez moduler comme vous le souhaitez grâce à l'indépendance, la négociation et le fait que ça soit petit. Donc voilà, moi je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo et à bientôt, je l'espère.